En grandissant dans notre petite ville, il y avait toujours des histoires, des murmures sur des monstres ressemblant à des chiens qui rôdèrent dans les bois après le coucher du soleil. Les parents les racontaient, bien sûr, pour empêcher leurs enfants d'aller trop loin ou de rester dehors trop tard. Mais ces histoires ne mordaient pas dans ma réalité. J'ai grandi sans entendre le moindre hurlement étrange. Pour moi, la forêt n'était que des arbres et des ombres. Pourtant, dans chaque groupe d'amis, il y avait toujours quelqu'un qui jurait avoir une histoire à raconter, une silhouette canine tapie dans l'obscurité, des yeux luisants, des griffes raclant le sol de la forêt. Je levais les yeux au ciel, riais et détournais la conversation vers quelque chose de réel, jusqu'à la disparition de Carrie Little. Carrie n'était pas une fille ordinaire, elle était parfaite, meilleure note, meilleure joueuse de l'équipe de basket, bénévole à l'église. Sa famille dirigeait pratiquement la ville. Son père, il y passait tellement de temps qu'on aurait pu le croire ordonné prêtre. Alors, quand Carrie ne rentra pas ce vendredi soir-là, toute la ville s'embrasa comme une allumette qu'on gratte. Elle était la fille que tout le monde adorait, le genre de fille qui n'était pas censée disparaître. Pas elle. Mais ensuite, il y avait Yuri. Yuri Kiv était le paria, le garçon que tout le monde évitait. Sa famille vivait au fond des bois, dans une cabane délabrée où personne ne s'aventurait à moins d'y être obligé. Yuri marchait 5 miles pour aller à l'école chaque jour, ses vêtements usés jusqu'à la trame, ses yeux lourds de fatigue. Sa famille survivait tant bien que mal, vivant de la chasse et des aides sociales que la ville critiquait à voix basse. Reclus, certes, mais dangereux? Non. Pas jusqu'à ce que Carrie commence à traîner avec lui. Je connaissais la famille Kiv mieux que la plupart des gens. Des années plus tôt, quand mon chien s'était perdu dans la forêt, c'est le père de Yuri qui me l'avait ramené, terrorisé, blessé, mais vivant. Cette famille ne me faisait pas peur, pas à l'époque, mais quand Carrie disparut, le nom de Yuri était sur toutes les lèvres. Même le shérif voulait des réponses, et d'une manière ou d'une autre, c'est moi qu'il pensait être capable de les obtenir. Je ne crois pas qu'ils aient quoi que ce soit à voir avec ça, dis-je au lieutenant Carson alors que nous roulions sur le chemin de terre serpentant à travers la forêt. Carson serra le volant plus fort, la mâchoire crispée. On a déjà fouillé chez eux, rien, mais Carrie a été vue pour la dernière fois entrant dans les bois avec Yuri. Je ne dis pas qu'ils lui ont fait du mal, mais ils savent forcément quelque chose. 2 jours s'étaient écoulés. Toute la ville s'était jetée dans les bois pour chercher. Les écoles avaient enfermé, les enfants imprimaient des affiches, et les lycéens rejoignaient les équipes de recherche. Tout le monde voulait retrouver Carrie, tout le monde voulait qu'elle rentre chez elle, mais la forêt semblait différente, comme si elle retenait son souffle, comme si elle la cachait, là où nos yeux ne pouvaient l'atteindre. Nous nous arrêtâmes au bout du chemin. Le reste du trajet se ferait à pied. La chaleur nous enveloppa immédiatement, l'air si épais qu'il donnait l'impression de respirer à travers du coton mouillé. Carson marchait d'un pas lourd devant moi, des gouttes de sueur roulant sur son front. « Rappelle-moi pourquoi c'est moi qui t'accompagne. » grognai-je, me sentant écrasé par l'oppression de la forêt. « Parce que, Perry, si j'y vais seul, Kiv va me descendre, » répliqua Carson, sans une once d'humour. Quand nous atteignîmes enfin la cabane des Kiv, elle se dressait dans la clairière comme une ombre, petite, usée par le temps, silencieuse. Devant, M. Kiv fendait du bois comme si l'air écrasant ne l'affectait pas. Ses épaules étaient énormes, sa barbe grise et sauvage. Un homme qu'on ne défiait pas, sauf si on avait un désir de mort. Carson sembla soudain fasciné par un tas de feuilles mortes en décomposition, me laissant le soin de faire les présentations. « Journée chaude pour faire du bois », lançai-je, essayant de paraître détendu. Kiv ne leva même pas les yeux, il ne tressaillit pas. « Je ne sais rien sur la fille, » répondit-il d'une voix rocailleuse, chaque mot tombant avec le même poids que la hache qui l'abattait. D'un seul coup, il fendit une bûche en 2. Le craquement du bois résonna dans la clairière, sec, implacable. Derrière moi, Carson remua nerveusement, et je pouvais presque entendre son pouce accélérer. Ouais, il n'y avait aucune chance qu'il ait fait ça tout seul. « Écoutez, monsieur Kiv, » repris-je, ma voix s'accrochant à l'air épais de l'après-midi. « Je suis peut-être le seul en ville à croire que votre famille n'a rien à voir là-dedans. Vous n'êtes pas du genre à faire du mal à qui que ce soit. D'habitude, quand quelqu'un disparaît dans ces bois, c'est vous qui le retrouvez, mort ou vif. Je me disais juste, peut-être que Yuri se souvient de quelque chose que Carrie a dit ce soir-là, un détail qui lui a semblé anodin. Tout ce qu'on veut, c'est savoir si elle est en sécurité. Rien de plus. Je savais que je parlais trop, que mes mots se bousculaient, précipités, maladroits, presque suppliants. Mais pour la première fois, Kiv s'arrêta, laissant sa hache suspendue dans les airs. Ses yeux gris acier se posèrent sur moi, glacial comme un vent d'hiver. Un frisson me parcourut, malgré la chaleur étouffante qui rendait l'air presque irrespirable. Son regard me transperça, s'insinuant entre mes côtes, comme s'il pouvait éplucher ma chair et atteindre mes failles les plus vulnérables.
Je détournai les yeux, tentant de chasser cette sensation, et c'est là que je les vis. Des empreintes. Des traces de pattes imprimées profondément dans la terre autour de nous, nettes, précises. J'étais le seul vétérinaire de la ville, et je connaissais tous les chiens du coin. Les Kif n'avaient pas de chien, du moins pas à ma connaissance. Yuri n'a rien à vous dire. La voix de Kif était basse, presque un grondement. Ses mots m'étaient adressés, mais je sentis tout leur poids dirigé vers Carson, toujours planté maladroitement derrière moi. Une lueur d'espoir s'alluma dans mon ventre. Peut-être que Kif parlerait, mais plus tard. Pas avec Carson, là, à respirer dans son cou comme un vautour en uniforme. Le shérif avait toujours fait de Kif son bouc émissaire, l'accusant du moindre vol, de la moindre bagarre. La ville fermait les yeux, ravie d'avoir un coupable tout trouvé. Kif n'avait aucune raison de faire confiance aux flics, et honnêtement, je ne pouvais pas lui en vouloir. « Très bien, » dis-je enfin en forçant un sourire poli. « Merci de votre temps. » Carson me lança un regard incrédule, les sourcils levés, mais je l'ignorais, attrapant son bras pour le ramener vers le sentier. Je sentis le regard de Kif brûler dans mon dos tandis que nous nous éloignions, son silence pesant entre mes omoplates. Carson trébucha sur un sol inégal, jetant encore des coups d'œil vers la cabane, comme s'il s'attendait à voir Kif surgir avec sa hache. « Pourquoi t'as abandonné aussi vite » râla-t-il une fois qu'on fut assez loin pour parler librement. « Il ne t'aime pas, » répondis-je d'un ton neutre. « Si tu es avec moi, il ne parlera pas. » Carson soupira, essuyant la sueur de son front en marmonnant une injure. Il pensait que le déplacement avait été une perte de temps, mais moi, j'avais un autre plan. J'allais revenir plus tard, seul. Kif pourrait peut-être s'ouvrir s'il ne me voyait pas comme un agent de l'ordre. Si je disais à Carson ce que j'avais en tête, il insisterait pour m'accompagner, et ça gâcherait tout. Quand nous atteignîmes le pick-up, la radio cracha un grésillement, brisant le silence pesant. Carson attrapa le récepteur, et son expression changea aussitôt. Une équipe de recherche avait trouvé quelque chose à 1 mile d'ici. Il ne voulait rien toucher avant l'arrivée des forces de l'ordre. Sans un mot, je montai dans le camion. Carson n'avait pas le temps de me déposer, alors je l'accompagnai. Le trajet fut court, suivi d'une longue marche à travers la forêt. Les bénévoles nous guidèrent jusqu'à une clairière où un camp de fortune était installé entre les arbres. Des sacs de couchage traînant sur le sol, une boîte de spam ouverte reposait près des braises mourantes d'un feu. Mais ce n'était pas ça qui les avait poussés à appeler, c'était les baskets. Les baskets de Carrie. Son nom était inscrit à l'intérieur au marqueur noir, comme elle le faisait toujours, pour éviter de les confondre avec celles de son équipière. Elle les avait cherchées pendant des semaines, jurant qu'elle les avait égarées quelque part. Aucun doute possible, Carrie avait été ici. Les bénévoles avaient l'air optimistes, murmurant que c'était un bon signe, que ça prouvait qu'elle était encore en vie. Mais la forêt nous enserrait de toutes parts, sombre et oppressante, et je n'arrivais pas à me débarrasser de cette sensation, celle d'être observé. Je restais en retrait, évitant la scène pendant que les autres fouillaient les environs. Quand le deuxième adjoint du shérif arriva pour prendre le relais, je profitai d'un retour avec les bénévoles. Mais juste avant de partir, un bruit me glaça le sang, un aboiement quelque part, dans les profondeurs de la forêt. « C'est un chien de recherche » demanda l'une des bénévoles, sa voix tremblante juste assez pour être perceptible. Carson secoua la tête, l'air sombre. « Il n'y a pas de chien de recherche dans ce secteur » murmura-t-il, juste assez bas pour que je sois le seul à l'entendre. Nous avons crié dans les bois, espérant que le mystérieux chien réponde, mais la forêt a englouti nos voix. 2 bénévoles se sont aventurés entre les arbres, leurs lampes découpant l'obscurité du sous-bois. Rien. Pas d'aboiement, pas de traces, pas le moindre signe de vie animale. L'un d'eux est revenu, livide, comme si les vieilles histoires de créatures, mi-hommes, mi-bêtes, s'étaient insinuées dans son esprit. Ces légendes faisaient partie du folklore local, après tout. Certains y croyaient, d'autres s'en moquaient. Mais ce soir, sous cette chape de silence, même moi j'en ressentais le poids. Quand l'autre adjoint arriva pour recueillir les témoignages, on nous renvoya chez nous. La nouvelle des baskets de Carrie se répandit vite en ville, ravivant un espoir fragile. Les gens s'y accrochèrent, persuadés que c'était la preuve qu'on la retrouverait bientôt. Mais au fil des heures, la forêt garda ses secrets. Quand le soleil commença à décliner, l'enthousiasme collectif s'effrita. Le 3e jour approchait, et tout le monde savait que, passé ce délai, les chances de retrouver quelqu'un vivant chutaient drastiquement. Quand je repris la route vers la cabane des Kif ce soir-là, le ciel s'était teinté d'un bleu indigo profond. Je fis un détour par la station-service du coin pour acheter un pack de bière, espérant que ça aiderait à délier la langue du vieux Kif. À mon arrivée, une lueur vacillante filtrait depuis le porche. Je fus surpris. Je ne pensais pas qu'ils avaient l'électricité ici. Alors que j'approchais du sentier menant à la porte, Kif surgit de l'ombre, un fusil posé nonchalamment contre sa hanche. Je me figeai net. « C'est juste moi », lançai-je rapidement, levant les mains en signe de paix. Je brandis le pack de bière comme une offrande. J'ai apporté de quoi partager.
Les yeux perçants de Kiev passèrent de moi aux bouteilles. Après un long silence pesant, il reposa son arme contre l'encadrement de la porte et me fit signe d'approcher. Je pris place sur une souche rugueuse pendant qu'il restait debout. Il décapsula une canette, en but une longue gorgée et me fixa, attentif, impassible. La bière était tiède, mais c'était mieux que rien. « C'est les flics qui t'envoient » demanda-t-il d'un ton plat, sans détour. « Non, répondis-je, je voulais juste savoir si vous êtes sûr de n'avoir rien à nous dire. Personne n'a vu Yuri non plus, et je ne pense pas qu'il ait fait du mal à Carrie. S'ils se sont enfuis ensemble, quel mal y a-t-il à le dire? On veut juste savoir si elle est en sécurité. » Kiev ne répondit pas tout de suite. Son visage était fermé, taillé dans la pierre. Je continuais. Carrie subissait une pression énorme. Note parfaite, vie parfaite. Peut-être qu'elle a juste craqué et décidé de partir. Et Yuri? C'est un bon gamin. Je peux facilement l'imaginer l'aider, quitte à endosser les soupçons. Mais ce sont encore des gosses. Ils ne réalisent non pas ce qu'ils font. Toute la ville est en train de leur tomber dessus. Kiev finit par parler, sa voix grave et mesurée. Peut-être qu'il essaie juste d'échapper à la chasse aux sorcières. C'est sans doute vrai, admis-je. Mais voilà le truc. Si vous ne saviez pas où ils sont, vous seriez dans les bois en train de la chercher. Peu importe ce que les autres pensent d'attente de vous. Si vous êtes ici, tranquille, c'est que vous êtes sûr. Sûr qu'elle est en sécurité. Ou sûr qu'elle n'est pas dans ces bois. Kiev s'arrêta. La bière à mi-chemin de ses lèvres. Il me fixa longuement, son visage impassible, mais cette brève hésitation en disait long. J'avais touché juste, et il le savait. Puis, au loin, un bruit se fit entendre, un bruissement discret mais distinct, suivi du craquement sec d'une branche. Je me retournai, plissant les yeux pour percer l'obscurité au-delà de la clairière. Pendant une fraction de seconde, une paire d'yeux luisants capta la lumière pâle. Il me fixait, immobile. Cela ne me fit pas peur, pas tout de suite. Ça aurait pu être n'importe quel animal de la forêt, un cerf ou un raton laveur. Mais il y avait quelque chose dans cette immobilité, dans le poids de ce regard, qui me noua l'estomac. Kiev s'éclaircit la gorge, ramenant mon attention sur lui. Il m'observait avec plus d'attention maintenant, comme s'il pesait encore la décision de parler ou non. « Ça fait combien de jours » demanda-t-il d'une voix plus basse qu'avant. « 3, répondis-je, le cœur battant. Kiev inclina sa canette et en vida le contenu d'une seule traite. Son regard se perdit un instant vers le sol, et du bout de sa botte, il frotta la terre, comme s'il essayait de déloger une pensée récalcitrante. Le silence s'étira, dense, pesant. Puis il inspira profondément, comme s'il se résignait. « Demain, ou après-demain » dit Kiev, d'un ton neutre, mais chargé d'autre chose, quelque chose d'indicible. « Tu comprendras pourquoi Carrie a voulu partir. Yuri est parti avec elle. Je peux pas te dire où ils sont, sauf qu'ils sont en sécurité. En sécurité, dans les bois. Le courrier est lent, ici, c'est pour ça que ça a pris autant de temps. C'était tout, mais c'était suffisant. Suffisant pour me donner un semblant de soulagement, sachant que Carrie était partie de son plein gré, et qu'elle n'était pas seule. Yuri connaissait la forêt mieux que personne. S'il y avait quelqu'un capable de la protéger, c'était bien lui. Mais le visage de Kiev racontait une autre histoire. Une ombre de douleur, un éclat qui ressemblait à du chagrin. Comme s'il avait perdu son fils au moment où Carrie avait disparu. Je pouvais seulement espérer qu'une fois la tempête passée, il reviendrait. Peu importe les vérités qui finiraient par éclater. Je laissai le reste des bières près de la cabane et regagnai ma voiture. L'air de la nuit était épais de tension, une tension qui s'accroche à vous et refuse de s'effacer. Je pris la décision de ne rien dire à Carson, ni à personne d'autre. Pas tout de suite. Parler maintenant aurait été une trahison. Et puis, Kiev n'avait pas de localisation précise. Laissons les recherches continuer. Peut-être que quelque chose d'autre allait émerger. Si dans 2 jours, Carrie n'était toujours pas réapparue, alors je parlerai. Le lendemain après-midi, je compris enfin pourquoi une fille comme Carrie avait fui. Je trouvai Carson au café du centre-ville, affaissé sur une table, le teint livide, les traits cirés, l'air de quelqu'un qui venait de voir quelque chose qu'il ne pourrait jamais oublier. Je pris place en face de lui. Il ne releva même pas la tête. « Qu'est-ce qui se passe » demandai-je. Il balaya la pièce du regard, nerveux, puis se pencha légèrement vers moi. « Tu dois promettre de ne rien dire, pas avant que ce soit officiel, d'accord ? Mais, de toute façon, tu le sauras bientôt. » J'acquiesçai, mal à l'aise. Il commanda un café, mais ses mains tremblaient lorsqu'il l'emporta dehors. Appuyé contre son pick-up, il parla d'une voix basse, vacillante. « Le père de Carrie, Kelvin. Un colis est arrivé par la poste. Le shérif l'a ouvert ce matin. C'est un disque dur, plein de... » Il s'interrompit, passa une main sur son visage. Ses doigts tremblaient toujours. « Des vidéos, reprit-il enfin. Lui et une fille de l'église, une gamine périe. Si jeune, beaucoup trop jeune. Et il n'y a aucun doute possible. Le shérif est en train de l'arrêter là maintenant. » Mon estomac se glaça. Kelvin Little,
le saint de la ville, l'homme qui dirigeait pratiquement l'église, celui en qui tout le monde avait une confiance aveugle. Je n'arrivais pas à l'assimiler, mais si Carrie avait envoyé ce colis, si elle avait rassemblé les preuves pour le faire tomber. C'est une héroïne, murmurai-je, à peine capable de parler. Carson hocha la tête d'un air absent. Ouais, mais ça va détruire cette ville. Ch'ti, cette révélation changeait tout. Si Carrie savait, si elle en avait parlé à Yuri, leur fuite prenait tout son sens. Yuri ne ferait jamais confiance aux autorités. Sa famille avait trop souvent subi des jugements injustes de la loi. Quant à Carrie, elle avait dû se sentir acculée, sans autre choix possible. « On doit reparler à Kiev », dis-je à Carson plus tard. Il sait quelque chose. Carrie a dû se confier à Yuri, et Yuri en a parlé à son père. Kiev n'aurait rien dit avant, pas quand c'était juste sa parole contre celle de Kelvin. Mais maintenant, Carson acquiesça, bien qu'il paraisse avoir vieilli de 10 ans en une seule journée. Ensemble, nous avons repris la route jusqu'à la cabane de Kiev, le camion cahotant sur le chemin défoncé. Cette fois, Carson prit les devants. Kiev ne résista pas. Il nous suivit sans un mot, sa silhouette massive dominant les couloirs étroits du poste de police. Il resta silencieux toute la journée, le visage impassible, tandis que le shérif et ses adjoints s'affairaient autour de lui. Lorsque tout fut terminé, la nuit tombait sur la ville. Carson avait disparu au milieu de l'agitation, alors je proposai de ramener Kiev chez lui. Il s'entassa maladroitement dans ma voiture, ses larges épaules repliées sous le toit trop bas. Le silence était suffocant, mais je ne le forçai pas à parler. Il en avait déjà dit plus que quiconque ne l'aurait imaginé. En arrivant au bout du chemin forestier, je me garai et laissai les pleins phares allumés, éclairant le sentier menant à sa cabane. L'air dans l'habitacle était lourd, chargé d'une tension presque tangible. Kiev était là, juste à côté de moi, et sa simple présence pesait comme une ombre. J'ouvris la bouche pour parler, le remercier peut-être, ou m'excuser de l'avoir entraîné dans ce chaos. Mais alors, quelque chose bougea. Une silhouette émergea du sentier, juste à la lisière des faisceaux lumineux. Les mots s'étranglèrent dans ma gorge tandis que je la fixais, tentant de comprendre ce que je voyais. Ce n'était pas Kiev qui réagit en premier, ce fut moi. Ma main agrippa la poignée de la portière instinctivement, mon pouls battant à mes tempes. La silhouette ne bougeait pas, immobile, éclairée en contre-jour. Sa forme était humaine, mais quelque chose clochait, trop grande, trop maigre, et ses yeux, réfléchissants, fixes, braqués sur nous depuis l'obscurité. Je bondis hors de la voiture, le cœur cognant dans ma poitrine, laissant la porte béante derrière moi. Ma gorge était sèche, et mes jambes menaçaient de flancher quand je la reconnus enfin. La fille que toute la ville cherchait, Carrie, se tenait sur le sentier, drapée dans une couverture en lambeaux. Elle avait l'air d'un spectre. Ses cheveux roux étaient montés par, emmêlés de feuilles, et ses pieds nus étaient en couverts de boue. Mais ce fut la morsure sur son cou qui me figea sur place. La plaie était refermée, presque de manière anormale. Et même si elle ressemblait à une morsure animale, peut-être un chien, elle n'avait rien de commun avec ce que j'avais pu voir auparavant. Ses yeux se posèrent sur moi, mais ils étaient assez vides. Aucune lueur de reconnaissance, aucun éclat de cette énergie vive qui avait toujours fait de Carrie Little quelqu'un d'inoubliable. Elle me fixait comme à travers un voile, son corps tremblant sous le poids de cette couverture. « Ça va ?» demandai-je d'une voix rauque, étrangère à mes propres oreilles. Une question absurde. Comment pourrait-elle aller bien? Mais c'était tout ce qui me venait. Elle tressaillit, agrippant la couverture plus fermement et recula d'un pas. Je m'avançai lentement, mes gestes mesurés, priant pour ne pas l'effrayer. Si elle s'enfuyait dans la forêt, je ne pourrais jamais la rattraper dans l'obscurité. C'est alors que je les vis. 2 faibles lueurs rougeâtres vacillant dans l'ombre derrière elle. Des yeux d'animal. Mais aucun animal de cette forêt ne devrait avoir des yeux comme ça. Ma respiration se bloqua, mon corps se figea alors qu'une peur viscérale m'envahissait. Je ne savais pas ce que c'était, mais chaque instinct en moi hurlait de ne pas bouger. « Carrie, viens !» La voix de Yuri, douce et posée, s'éleva des arbres sombres. Je ne le voyais pas, mais la familiarité dans son ton semblait atteindre Carrie. Elle se tourna vers le son, et, à cet instant précis, ma réalité se fissura. Là où elle se trouvait quelques secondes plus tôt, il n'y avait plus qu'une créature immense, semblable à un loup. Son pelage était d'un brun rougeâtre profond, son corps massif encore enveloppé dans les lambeaux de la couverture qu'elle serrait auparavant. Ce n'était pas simplement grand, c'était colossal, aussi imposant que ma voiture. Ses yeux rouges et luisants se braquèrent sur moi, et mon sang se glaça instantanément. J'étais figé, incapable d'assimiler ce que je voyais. J'avais vu des centaines de chiens dans mon travail de vétérinaire, mais ça, ce n'était pas un chien, ce n'était pas un loup non plus. C'était autre chose, quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Lentement, mécaniquement, je tournai la tête de l'autre côté de la voiture. Kiev était toujours là,
impassible, aussi calme que si rien d'inhabituel ne venait de se produire. Il croisa mon regard et me fit un léger signe de tête, presque désolé. Puis, d'un mouvement fluide, il s'accroupit, et il changea. Avant même que mon cerveau ne puisse comprendre, Cave avait disparu. À sa place se tenait une autre bête, tout aussi gigantesque. Un loup gris aux membres anormalement longs, sa silhouette distordue, suspendue entre l'animal et le cauchemar. Il avança sur des pattes démesurées, ses mouvements étrangement silencieux, et rejoignit la créature rousse. Tous deux braquèrent sur moi leurs yeux incandescents. Un souffle, une seconde d'éternité. Puis, sans un bruit, ils s'enfoncèrent dans la forêt et disparurent dans la nuit. Je m'effondrai à genoux, mes jambes incapables de me porter plus longtemps. Le silence des bois s'écrasa sur moi, oppressant, interrompu seulement par des hurlements lointains, plaintifs, qui résonnaient entre les arbres. Je restai là, tremblant, vidé, incapable de bouger, incapable de comprendre ce que je venais de voir. Carrie, Yuri et Kiev ne reparurent jamais. Les recherches durèrent des semaines, la ville s'accrochant à l'espoir d'une réponse, mais on ne retrouva rien. Seul moi connaissais la vérité, ou du moins une version de celle-ci. Je ne savais pas si ce que j'avais vu était réel, ou si mon esprit avait fini par céder sous le poids de tout cela. Mais je croyais, au plus profond de moi, que Carrie et Yuri avaient trouvé un moyen de fuir, qu'ils étaient heureux quelque part, loin d'ici, loin des attentes et des souffrances, et que Kiev était devenu le père que Carrie méritait. Chiskota. J'ai toujours eu un faible pour les légendes urbaines, ces histoires qui vous font vérifier 2 fois vos verrous et laisser une lampe allumée la nuit. Les créatures surnaturelles, les demi-vérités, les murmures dans l'obscurité. Mais le dogman, celui-là, il ne m'a jamais quitté. Depuis mon enfance, lorsque j'écoutais cette légende grésiller sur une vieille radio AM, je n'ai jamais pu chasser l'image de cette bête de mon esprit. Une ombre de loup rôdant dans les forêts autour des grands lacs, aussi réelle que les arbres eux-mêmes. Et peut-être, juste peut-être, si je regardais assez attentivement, je le trouverais. L'idée s'est accrochée à moi jusqu'à ce que je cède. Une nuit, armé de rien de plus qu'une lampe torche et d'un besoin brûlant de savoir, j'ai pénétré dans les bois près de ma ville natale. Le ciel était chargé de nuages, les étoiles étouffées comme des braises mourantes. Une obscurité épaisse, oppressante, qui s'enroulait autour de moi et murmurait à mon oreille. J'ai avancé plus profondément, le craquement des feuilles et le claquement des brindilles sous mes pas, me rappelant à quel point j'étais seul. Sauf que je ne l'étais pas. D'abord, ce fut une sensation fugace, une démangeaison à la base de ma nuque, un instinct de chasseur que j'ignorais posséder. Quelque chose ou quelqu'un m'observait. Ma respiration s'accéléra, mais la curiosité me poussa en avant, pas après pas. Je me persuadais que ce n'était que mon imagination, mais au fond, je savais. Quand les instincts hurlent, on écoute. Je ne l'ai pas fait. Des heures avaient dû s'écouler, ou peut-être seulement des minutes. Il est impossible de le dire quand le temps est englouti tout entier. La forêt avait changé. L'air pesait sur moi comme une main lourde, et les arbres semblaient se resserrer, leurs branches tordues, telles des griffes dans la pénombre. Puis le son disparut. Tout. Plus de bruissements de feuilles, plus de chants d'insectes, juste un silence profond, anormal, comme si les bois avaient été éteints. C'est alors que je les vis. 2 yeux ambrés, incandescents, tapis dans l'ombre, inébranlables, fixés sur moi. Ma poitrine se serra. Ma lampe torche trembla entre mes doigts, son faible faisceau peinant à transpercer l'obscurité. La créature avança, lentement, délibérément. Elle était grande, terriblement grande, bien trop grande. Debout sur 2 jambes, couverte d'un pelage sale et emmêlé. Son museau frémissait, révélant des dents irrégulières et acérées. Ses yeux brillaient, vivants, affamés. Le dogman. Je ne sais pas combien de temps je restais là, figé. Peut-être des secondes, peut-être des heures. La peur me clouait sur place, m'ancrant au sol comme un poids invisible. Mais l'instinct finit par hurler assez fort pour briser l'enchantement. Mes doigts glissèrent, et la lampe torche s'écrasa au sol, roulant sur elle-même avant de s'éteindre dans un ultime éclat. Je n'ai pas attendu, j'ai couru. Derrière moi, la forêt s'anima. Des pas lourds écrasèrent à la terre, rapides, bien trop proches. Un grondement fendit l'air, bas et guttural, suivi du claquement sec de mâchoires qui se referment. J'accélérais, mes poumons en feu, mes muscles criant grâce. Les branches fouettaient mon visage, les racines surgissaient sous mes pieds, me faisant trébucher, tentant de me happer. Mais je n'ai pas arrêté. La chose non plus. Elle était là, implacable. Une ombre faite chair. Je n'ai pas osé regarder derrière moi. Je ne voulais pas voir à quel point elle était proche. Je ne voulais pas croiser ses yeux ardents une nouvelle fois. Je voulais seulement survivre, m'échapper de cette forêt, sortir vivant. L'air me brûlait la gorge, mon champ de vision se réduisait à un tunnel noir. Et puis, soudain, la lisière. Ma maison,
Juste devant moi, ces fenêtres baignées d'une lumière chaude, frêle bastion contre l'immensité de la nuit. Je n'ai pas réfléchi, j'ai couru. Puisant dans mes dernières forces, j'ai traversé la cour en titubant, mes jambes au bord de l'effondrement, et j'ai franchi la porte d'un bond. Elle claqua derrière moi avec une violence qui fit trembler les murs. Je m'y appuyai, haletant, mon cœur battant à tout rompre dans mes tempes. Le soulagement et la terreur s'entrechoquaient en moi, et pourtant, je devais savoir, je devais voir. D'un geste tremblant, je levai les yeux vers la petite vitre sertie dans la porte. Il était là, à la lisière des bois. Il regardait. Le dogman se découpait dans l'ombre des arbres, sa silhouette massive peinant à se fondre totalement dans les ténèbres. Ses yeux brûlaient comme des braises, perçant la nuit, s'accrochant aux miens avec une intelligence qui défiait toute logique. Ses lèvres se retroussèrent en un rictus hideux, révélant des crocs inégaux qui luisaient sous la lueur pâle. Mais il y avait plus. Dans cette expression tordue, il y avait une moquerie, un amusement cruel, comme s'il savait exactement à quel point il venait de s'ancrer en moi. Nous nous sommes regardés. Un duel silencieux, l'homme face à la bête. Mais, au fond, je connaissais déjà l'issue de ce combat. Ce n'était pas une victoire, ce n'était pas une fuite. J'étais en vie, seulement parce qu'il l'avait décidé ainsi. Et cette vérité s'abattit sur moi comme un poids froid et immuable. Puis, lentement, il recula. Sa silhouette massive se fondit dans l'obscurité, aussi aisément qu'elle en était sortie. Mais je savais, il n'était pas parti, il attendait. Aujourd'hui encore, après toutes ces années, ce souvenir s'accroche à moi comme une ombre. Je vois ses yeux dans chaque cauchemar. J'entends son grondement, ce râle caverneux dans chaque silence de la nuit. Le dogman n'était plus qu'une simple créature. C'était une révélation. Une brèche dans le fragile rideau de notre réalité. Une preuve que l'obscurité qui nous entoure est bien plus vaste, bien plus insondable que nous ne l'imaginons. Et une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus jamais l'oublier. Alors, écoutez-moi bien. Si un jour vous vous retrouvez près des forêts du Michigan, n'y entrez pas. Surtout pas la nuit. Le dogman n'est pas une légende. Il est bien réel. Les bois lui appartiennent et il n'aime pas être dérangé. Et si un soir, vous croisez ses yeux ambrés brûlant dans l'ombre, courez, courez vite. Mais comprenez une chose, si le dogman vous choisit pour proie, vous ne lui échapperez jamais.